Vous savez, ce qui me terrifie vraiment en tant que psychiatre, après 40 ans de carrière passée à observer l'esprit humain, c'est de voir des femmes extraordinaires, brillantes, capables de gérer une maison, une carrière, des enfants, des parents vieillissants, se regarder dans le miroir et se dire qu'elles sont devenues invisibles, que leur cerveau les trahit, que leur concentration s'évapore comme de l'eau sur une plaque chauffante et qu'elles ne peuvent plus rien y faire. Cette femme pourrait être vous, et si vous ressentez cette dispersion mentale, cette impression que votre esprit vous échappe, que vous ne pouvez plus terminer une phrase sans oublier ce que vous vouliez dire, que vous entrez dans une pièce sans savoir pourquoi vous y êtes venu, alors écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre existence. Et je pèse mes mots. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 semaines dans mon cabinet parisien. Une femme de 52 ans, appelons-la Sylvie, entrait dans mon bureau et avant même de s'asseoir, elle éclate en sanglots. Pas des larmes discrètes, non, des sanglots profonds qui viennent du ventre. Elle me dit qu'elle a l'impression de perdre la tête, que son ex-mari vient de lui annoncer qu'il refait sa vie avec une femme plus jeune et qu'elle, Sylvie, ne peut même pas se concentrer suffisamment longtemps pour lire un article entier sur Internet sans que son esprit partait dans 15 directions différentes. Elle me regarde avec ses yeux que je connais trop bien, ces yeux qui disent « j'ai peur de devenir inutile, j'ai peur d'être dépassé, j'ai peur que ma vie soit déjà finie ». Et vous savez quoi? Je lui ai dit exactement ce que je vais vous dire. Maintenant, votre cerveau n'est pas cassé, il est simplement mal entraîné et avec 3 habitudes précises, scientifiquement prouvées, vous pouvez transformer cette dispersion en une force de concentration que vous avez peut-être jamais connue, même à 20 ans. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Si vous continuez comme vous le faites maintenant, si vous laissez votre cerveau continuer à fonctionner en mode dispersion totale, vous ne perdrez pas seulement votre concentration, vous perdrez votre identité, votre confiance, votre capacité à vous affirmer dans un monde qui, soyons honnêtes, préfère souvent les femmes silencieuses et effacées. Pendant que vous luttez pour vous rappeler où vous avez mis vos clés, pendant que vous relisez 3 fois le même paragraphe sans en retenir un mot, pendant que vous vous sentez submergé par le moindre prochet, il y a des femmes autour de vous, peut-être même cette nouvelle compagne de votre ex-mari, qui ont appris à maîtriser leur attention et qui avancent avec une clarté mentale qui leur donne un pouvoir immense. Et je ne dis pas ça pour vous faire mal, je le dis parce que c'est la réalité crue et que mon rôle n'est pas de vous mentir, mais de vous réveiller. D'ailleurs, si vous sentez que ce que je vous dis résonne en vous, que vous avez besoin d'entendre ces vérités sans filtre, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant parce que je ne vais pas vous servir des platitudes ou des conseils de magazines féminins, je vais vous donner des outils psychiatriques concrets que j'utilise moi-même chaque jour et que je transmets à mes patientes depuis des décennies. Cliquez sur ce bouton d'abonnement comme si votre clarté mentale en dépendait parce que franchement elle en dépend. Revenons à Sylvie. Quand elle m'a parlé de son ex-mari, j'ai tout de suite compris que le vrai problème n'était pas lui. C'était qu'elle avait perdu sa capacité à se concentrer sur elle-même, sur ses propres objectifs, sur sa propre reconstruction. Son cerveau était devenu un carrefour sans feu de circulation où toutes les pensées se percutaient dans un chaos permanent. Elle me racontait qu'elle commençait à préparer un dossier professionnel et 5 minutes après, elle se retrouvait à scroller sur son téléphone en regardant les photos du mariage de son ex sur les réseaux sociaux, puis elle se levait pour faire du café, puis elle se souvenait qu'elle devait appeler sa mère, puis elle regardait l'heure et réalisait que 3 heures avaient passé et qu'elle n'avait absolument rien accompli. Est-ce que ça vous parle? Cette sensation d'être constamment distraite par 1000 choses et de terminer la journée épuisée sans avoir rien fait de significatif. Cette impression que votre cerveau vous a trahi une fois de plus. Maintenant, écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est nécessaire. Si vous ne changez pas ces schémas maintenant, si vous ne prenez pas le contrôle de votre attention dès aujourd'hui, vous allez vous enfoncer dans une spirale dont il sera de plus en plus difficile de sortir. Votre ex-mari ou votre ancien partenaire va continuer sa vie avec une clarté d'esprit que vous lui enviez. Il va construire de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux souvenirs avec quelqu'un d'autre pendant que vous resterez bloqué dans ce brouillard mental qui vous empêche même de vous rappeler pourquoi vous êtes entré dans la cuisine. Et le pire n'est pas qu'il soit heureux ailleurs, le pire c'est que vous allez intérioriser cette dispersion comme une preuve que vous n'êtes plus capable, que vous n'êtes plus désirable, que votre meilleur temps est derrière vous. Vous allez commencer à croire que cette confusion mentale est votre nouvelle normalité, que c'est l'âge, que c'est la ménopause, que c'est la vie qui vous rattrape et vous allez abandonner l'idée même que vous pourriez retrouver cette acuité, cette vivacité d'esprit qui faisait de vous quelqu'un de brillant.
Mais attendez, parce que ce n'est même pas le pire scénario. Le pire, c'est que cette dispersion mentale va contaminer tous les aspects de votre vie. Vous allez commencer à éviter les conversations profondes parce que vous avez peur de perdre le fil. Vous allez refuser des opportunités professionnelles parce que vous ne vous sentez plus à la hauteur. Vous allez vous isoler socialement parce que vous avez honte de demander 3 fois la même chose. Vous allez peut-être même développer une anxiété chronique ou une dépression parce que votre cerveau, ne sachant plus où se poser, va se mettre à ruminer en boucle sur tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et pendant ce temps, pendant que vous vous enfoncez, le monde continue de tourner, les autres femmes continuent d'avancer et vous devenez un fantôme de vous-même, présente physiquement mais absente mentalement, incapable de saisir les opportunités qui se présentent parce que votre attention est tellement fragmentée que vous ne les voyez même pas passer. Je vois certaines d'entre vous hocher la tête en ce moment même. Je sens votre inquiétude monter et c'est normal parce que je viens de décrire ce qui arrive réellement quand on laisse son cerveau fonctionner en mode dispersion permanente. Mais voilà ce que je veux que vous compreniez, et c'est là que tout change. Votre cerveau est l'organe le plus plastique de votre corps. Il peut se reconfigurer, se renforcer, se transformer à tout âge, et les neurosciences le prouvent chaque jour. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire, vous n'êtes pas condamné à cette dispersion, vous n'êtes pas victime de votre âge ou de vos hormones, vous êtes simplement victime de mauvaises habitudes que personne ne vous a appris à changer. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous transmettre les 3 habitudes qui vont tout transformer. La première habitude, et c'est celle qui va vous sembler la plus simple, mais qui est en réalité la plus révolutionnaire, c'est ce que j'appelle l'ancrage attentionnel matinal. Chaque matin, avant même de toucher votre téléphone, avant de penser à votre liste de choses à faire, avant de vous laisser happer par les exigences du monde extérieur, vous allez consacrer exactement 8 minutes à entraîner votre attention de manière très spécifique. Pas de la méditation mystique, pas de mantras ésotériques, non. Un exercice neurologique précis que je pratique moi-même depuis 15 ans et que je recommande à toutes mes patientes. Vous allez vous asseoir confortablement, fermer les yeux et porter toute votre attention sur votre respiration, mais pas n'importe comment. Vous allez compter mentalement chaque expiration de 1 à 10 et quand vous arrivez à 10, vous recommencez à 1. Ça paraît ridiculement simple, n'est-ce pas? Et pourtant, je vous garantis que dans les 30 premières secondes, votre esprit va partir dans 15 directions différentes. Vous allez penser à ce que vous devez acheter au supermarché, à ce que votre collègue vous a dit hier, à ce que vous allez porter aujourd'hui, et c'est exactement là que l'entraînement commence. Chaque fois que vous remarquez que votre attention s'est échappée, et elle va s'échapper des dizaines de fois, vous la ramenez doucement sur votre respiration et vous recommencez à compter. Pas de rougement, pas de frustration, juste un retour patient et ferme à l'objet de votre attention. Vous savez ce qui se passe neurologiquement quand vous faites ça, vous renforcez littéralement les circuits préfrontaux responsables du contrôle attentionnel, vous augmentez la densité de matière grise dans les régions du cerveau associées à la concentration, vous créez de nouvelles connexions synaptiques qui vont vous permettre de maintenir votre focus dans toutes les situations de votre vie quotidienne. Et je ne parle pas de théorie abstraite, je parle d'études d'imagerie cérébrale qui montrent des changements mesurables après seulement 8 semaines de pratique quotidienne. 8 semaines, c'est moins de 2 mois pour transformer structurellement votre cerveau. Est-ce que vous réalisez la puissance de ça? Mais voici le secret que personne ne vous dit, ce n'est pas la durée de la pratique qui compte le plus, c'est la régularité. 8 minutes chaque matin, sans exception, valent infiniment plus qu'1 heure de méditation 1 fois par semaine. Pourquoi? Parce que vous créez un rituel neurologique, vous envoyez à votre cerveau le message quotidien que l'attention est une priorité, que vous êtes celle qui décide où va votre focus et non pas le flot chaotique des stimulations extérieures. Et croyez-moi, dans un monde où tout est conçu pour fragmenter votre attention, où les réseaux sociaux, les notifications, les sollicitations constantes sont calibrés par des ingénieurs pour détruire votre capacité de concentration, reprendre ce pouvoir est un acte révolutionnaire. C'est reprendre le contrôle de votre vie mentale, de votre vie émotionnelle et ultimement de votre vie tout court. Sylvie, cette patiente dont je vous parlais tout à l'heure, a commencé cette pratique avec un scepticisme total. Elle me disait « Docteur André, je n'ai même pas 8 minutes, ma vie est déjà trop remplie. » Et je lui ai répondu avec ma franchise habituelle « Sylvie, vous avez le temps de passer 40 minutes par jour à regarder ce que fait votre ex sur Instagram. Vous avez 8 minutes pour sauver votre cerveau. » Ça l'a un peu secoué, mais c'était nécessaire. 3 semaines plus tard, elle est revenue me voir et ses yeux avaient changé. Ils avaient retrouvé une présence, une clarté que je n'avais pas vue lors de notre première rencontre.
Elle m'a dit que pour la première fois depuis des mois, elle avait réussi à lire un livre entier, à avoir une conversation avec sa fille sans perdre le fil, à terminer un projet professionnel important sans se disperser. Et tout ça avait commencé avec 8 minutes quotidiennes d'entraînement attentionnel. Maintenant, et c'est crucial, je veux que vous compreniez pourquoi cette pratique est particulièrement puissante pour les femmes de votre âge. Vous avez passé des décennies à fragmenter votre attention, à jongler entre 1000 rôles différents, à être celle qui pense à tout, qui gère tout, qui se souvient de tout pour tout le monde. Votre cerveau a été conditionné à fonctionner en mode multitâche permanent et contrairement à ce qu'on vous a fait croire, le multitâche n'est pas une compétence, c'est une malédiction neurologique qui épuise vos ressources cognitives et détruit votre capacité de concentration profonde. Alors quand vous pratiquez cet ancrage attentionnel matinal, vous ne faites pas que renforcer votre concentration, vous déconditionnez des décennies d'habitudes mentales toxiques, vous réapprenez à votre cerveau qu'il peut se poser sur une seule chose à la fois et que c'est non seulement possible mais infiniment plus efficace et satisfaisant. Est-ce que vous commencez à voir le potentiel de transformation ici? Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une issue à ce brouillard mental dans lequel vous vous débattez depuis si longtemps? Parce que je vais vous dire quelque chose que peu de psychiatres osent dire, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne le croyez, votre cerveau est beaucoup plus malléable que ce qu'on vous a fait croire et le simple fait que vous soyez encore là, m'écoutez, prouve que vous avez la détermination nécessaire pour opérer ce changement. Mais ne vous y trompez pas, savoir n'est pas faire et si vous fermez cette vidéo maintenant en vous disant que c'est intéressant mais que vous verrez ça plus tard, vous venez de perdre une opportunité précieuse de transformation. Alors je veux que vous preniez son engagement avec vous-même dès maintenant, demain matin, avant de toucher votre téléphone, vous allez faire ces 8 minutes d'ancrage attentionnel et vous allez le faire pendant 21 jours consécutifs parce que c'est le temps minimum nécessaire pour commencer à créer une nouvelle habitude neuronale. Passons maintenant à la deuxième habitude et celle-ci va directement s'attaquer à l'un des plus grands destructeurs de concentration de notre époque, l'hyperconnexion numérique. Je vais être direct avec vous, votre téléphone est en train de détruire votre cerveau, pas métaphoriquement, littéralement. Chaque fois que vous recevez une notification, chaque fois que vous scrollez sans but, chaque fois que vous interrompez, ce que vous faites pour vérifier vos messages, vous créez une microfragmentation de votre attention qui a des conséquences neurologiques mesurables. Des études montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes à votre cerveau pour retrouver un niveau de concentration profonde après une interruption 23 minutes. Maintenant, faites le calcul, si vous vérifiez votre téléphone 50 fois par jour, ce qui est la moyenne pour la plupart des gens, vous ne donnez jamais à votre cerveau la possibilité d'atteindre cet état de concentration profonde qui est pourtant essentiel pour tout travail intellectuel significatif, pour toute créativité, pour toute connexion émotionnelle authentique. La deuxième habitude que je veux que vous intégriez, c'est ce que j'appelle les fenêtres de concentration protégées. 3 fois par jour, vous allez créer des périodes de 45 minutes pendant lesquelles votre téléphone est en mode avion, rangé dans un tiroir hors de votre vue. Pas en silencieux sur la table à côté de vous, non physiquement absent de votre champ de vision. Pendant ces 45 minutes, vous allez vous consacrer à une seule tâche significative, quelque chose qui demande votre attention pleine et entière, que ce soit lire un livre, travailler sur un projet professionnel, avoir une conversation approfondie, écrire, créer, peu importe, mais une seule chose à la fois avec toute votre présence. Je sais ce que vous pensez, docteur André, c'est impossible, j'ai des responsabilités, des gens comptent sur moi, je ne peux pas être injoignable pendant 45 minutes. Et je vous réponds, si vous ne pouvez pas être injoignable, pendant 45 minutes 3 fois par jour, alors vous n'avez pas une vie, vous êtes une esclave de la disponibilité permanente et cette servitude est en train de détruire votre capacité à penser, à ressentir, à exister pleinement. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec une autre patiente, Françoise, 57 ans, cadre supérieur dans une grande entreprise. Elle est venue me voir parce qu'elle avait développé des crises d'anxiété sévères et qu'elle ne parvenait plus à dormir. Quand j'ai analysé son rapport à son téléphone, j'ai découvert qu'elle le vérifiait en moyenne 90 fois par jour, qu'elle répondait à des emails professionnels jusqu'à minuit et qu'elle se réveillait la nuit pour vérifier ses messages. Son cerveau n'avait littéralement aucun moment de repos, aucun moment où il pouvait se régénérer, se consolider, traiter les informations de la journée. Je lui ai prescrit, et j'utilise le mot prescrire, parce que c'était aussi important qu'un médicament, ces fenêtres de concentration protégées, 3 par jour, non négociables. Elle a résisté pendant 2 semaines, me disant que c'était professionnel impossible. Et puis,
elle a fini par essayer par désespoir. Vous savez ce qui s'est passé? Non seulement son anxiété a diminué de manière spectaculaire, non seulement elle a recommencé à dormir, mais sa productivité professionnelle a augmenté de façon significative parce qu'elle accomplissait en 45 minutes de concentration profonde ce qui lui prenait auparavant 3 heures de travail fragmenté et inefficace. Et voici quelque chose de fascinant que les neurosciences ont découvert récemment. Quand vous permettez à votre cerveau de se concentrer profondément sur une seule tâche pendant une période prolongée. Vous entrez dans ce qu'on appelle un état de flow, un état où votre cortex préfrontal se met partiellement en veille, où votre sens du temps se dissout, où vous devenez un avec ce que vous faites. Cet état de flow n'est pas juste agréable, il est neurologiquement réparateur, il augmente la production de dopamine et de noradrénaline, il renforce les connexions neuronales, il améliore la consolidation mémorielle, il stimule la créativité. En d'autres termes, ces fenêtres de concentration protégées ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité biologique pour un cerveau sain. Et pour vous les femmes qui avez l'impression que votre cerveau vous échappe, qui sentez que votre mémoire flanche, que votre créativité s'est éteinte, que vous êtes plus celle que vous étiez, ces fenêtres de concentration protégées sont votre chemin de retour vers vous-même. Mais attention, et c'est là que je vais être un peu provocateur. Si vous ne mettez pas en place ces fenêtres de concentration protégées, si vous continuez à vivre dans cette disponibilité permanente, cette fragmentation constante de votre attention, vous n'alliez pas seulement perdre votre capacité de concentration, vous allez perdre votre capacité à être présente à votre propre vie. Vous allez devenir un zombie cognitif qui traverse les jours sans vraiment les vivre, qui est là sans être là, qui répond aux sollicitations extérieures comme un automate, mais qui n'a plus aucune vie intérieure riche, plus aucune capacité de réflexion profonde, plus aucun espace pour les émotions complexes et nuancées qui font de nous des êtres humains complets. Et pendant que vous devenez ce zombie, pendant que vous perdez votre substance, votre profondeur, votre présence, il y a des femmes autour de vous qui ont compris ça, qui protègent férocement leur attention, qui créent ces espaces de concentration profonde et qui du coup rayonnent d'une présence, d'une intensité, d'une vivacité qui les rendent magnétiques. Est-ce que vous voulez être celle qui est là sans être là, ou celle qui est pleinement présente, pleinement vivante, pleinement elle-même? Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire va bien au-delà de simples techniques de gestion du temps. Je suis en train de vous parler de la reconquête de votre vie mentale, de votre vie émotionnelle, de votre identité profonde. Parce qu'une femme qui maîtrise son attention est une femme qui a du pouvoir. Un pouvoir réel, pas celui qu'on vous vend dans les magazines, mais le pouvoir de décider de sa vie, de ses priorités, de la direction qu'elle veut prendre. Et ce pouvoir, personne ne peut vous le donner, vous devez le reprendre vous-même minute par minute en décidant consciemment où vous placez votre attention. Alors ces 3 fenêtres quotidiennes de 45 minutes, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des actes de libération, ce sont des déclarations d'indépendance face à un monde qui veut vous garder distraite, fragmentée, disponible pour tout le monde sauf pour vous-même. Et maintenant, écoutez bien parce que c'est peut-être la partie la plus importante, comment allez-vous concrètement mettre en place ces fenêtres de concentration protégées? D'abord, vous allez identifier 3 moments dans votre journée où c'est possible, et je dis bien possible, pas parfait, pas idéal, mais possible. Ça peut être tôt le matin avant que la maison ne se réveille, ça peut être pendant votre pause déjeuner, ça peut être le soir après le dîner, peu importe, mais vous devez les planifier comme vous planifieriez un rendez-vous médical important parce que c'est exactement ce que c'est un rendez-vous avec votre santé mentale. Ensuite, vous allez informer votre entourage, vous allez dire à vos proches, à vos collègues, si nécessaire, que pendant ces périodes, vous n'êtes pas disponible, sauf en cas d'urgence réelle. Et non, un email qui peut attendre 1 heure n'est pas une urgence réelle. Au début, vous allez ressentir de l'anxiété, cette petite voix qui vous dit que vous devriez vérifier votre téléphone, que quelque chose d'important vous échappe peut-être, et c'est normal. C'est votre cerveau qui est en manque de dopamine, qui est conditionné à ces micro-récompenses constantes que procurent les notifications. Mais si vous tenez bon, si vous respirez à travers cette anxiété sans y céder, après une dizaine de minutes, elle va se dissiper et vous allez entrer dans cet état de concentration profonde dont je vous parlais. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la 3e habitude, et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle semble aller à contre-courant de tout ce qu'on vous dit sur la productivité et l'efficacité. La 3e habitude, c'est ce que j'appelle les pauses contemplatives, et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pinçant, que je vais vous parler de méditation ésotérique, laissez-moi vous expliquer exactement de quoi il s'agit et pourquoi c'est absolument crucial pour transformer votre cerveau dispersé en esprit imparable.
Votre cerveau a deux modes de fonctionnement principaux, le mode Task Positive Network qui est actif quand vous êtes concentré sur une tâche externe et le mode Default Network qui s'active quand vous ne faites rien de particulier, quand vous laissez votre esprit vagabonder. Et voici ce qui est fascinant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce mode Default Network n'est pas du temps perdu, c'est pendant ces moments que votre cerveau fait des connexions créatives, consolide les apprentissages, traite les émotions, planifie l'avenir, donne du sens à vos expériences. En d'autres termes, c'est pendant ces moments apparemment improductifs que votre cerveau fait une partie de son travail le plus important. Le problème, c'est que dans notre société obsédée par la productivité constante, nous ne laissons plus jamais notre cerveau entrer dans ce mode. Dès que nous avons un moment libre, dès que nous attendons quelque chose ou quelqu'un, dès que nous avons une minute de creux, nous dégainons notre téléphone et nous remplissons cet espace avec du contenu externe. Résultat, notre cerveau n'a plus jamais l'occasion de faire ce travail de fond essentiel et nous nous retrouvons avec une vie mentale superficielle, une incapacité à avoir des pensées profondes, une créativité éteinte, une vie émotionnelle appauvrie. C'est pour ça que tant de femmes me disent qu'elles ont l'impression de ne plus se reconnaître, qu'elles ne savent plus vraiment ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent, qui elles sont. Ce n'est pas qu'elles ont changé, c'est qu'elles n'ont plus jamais de moment pour se retrouver elles-mêmes. Les pauses contemplatives, c'est très simple. 3 fois par jour, pendant 10 minutes, vous ne faites rien. Vraiment rien, pas de téléphone, pas de livre, pas de musique, pas de conversation, rien. Vous vous asseyez ou vous marchez et vous laissez simplement votre esprit vagabonder où il veut. Vous regardez par la fenêtre, vous observez les nuages, vous sentez l'air sur votre peau, vous écoutez les bruits ambiants et surtout vous laissez vos pensées aller et venir sans essayer de les contrôler ou de les diriger. Au début, ça va vous sembler insupportable, votre esprit va partir dans tous les sens, vous allez penser à votre liste de courses, à cette conversation désagréable que vous avez eue la semaine dernière, à ce que vous devez faire demain et vous allez avoir envie d'arrêter, de faire quelque chose, n'importe quoi plutôt que de rester là avec vous-même. Mais si vous persistez, si vous acceptez cet inconfort initial, quelque chose de remarquable va commencer à se produire. Votre esprit va commencer à se décanter comme de l'eau boueuse qui repose et où les particules finissent par se déposer au fond. Des pensées plus profondes vont émerger, des connexions inattendues vont se faire, des émotions que vous aviez refoulées vont remonter à la surface pour être traitées, des solutions à des problèmes qui vous préoccupaient vont apparaître spontanément. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la pensée divergente, cette capacité à faire des associations non linéaires, à voir les choses sous des angles nouveaux, à avoir des insights créatifs. Et cette capacité, elle ne se développe que dans le silence, dans l'espace, dans ces moments où vous ne faites rien d'autre qu'être présente à vous-même et au monde qui vous entoure. J'ai une patiente, Martine, 54 ans, qui est venue me voir parce qu'elle se sentait complètement déconnectée d'elle-même. Elle me disait qu'elle avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de faire des choses par habitude ou par obligation, mais sans aucune connexion à ses propres désirs, à ses propres valeurs. Quand je lui ai suggéré ces pauses contemplatives, elle m'a regardé comme si j'étais fou. Docteur André, je n'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que je dois y faire et vous voulez que je passe 30 minutes par jour à ne rien faire. Et je lui ai répondu, Martine, vous passez votre vie à faire, et où est-ce que ça vous a amené à vous sentir vide, perdu, déconnecté de vous-même ? Ces 30 minutes de ne rien faire sont peut-être les minutes les plus importantes de votre journée parce que c'est là que vous allez vous retrouver. Elle a accepté d'essayer avec beaucoup de réticence. 2 mois plus tard, elle m'a dit que ces pauses contemplatives avaient changé sa vie, qu'elle avait retrouvé une clarté sur ce qu'elle voulait vraiment, qu'elle avait pris des décisions importantes qu'elle repoussait depuis des années, qu'elle se sentait à nouveau habitée, présente, vivante. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez vraiment, ces 3 habitudes, l'ancrage attentionnel matinal, les fenêtres de concentration protégées et les pauses contemplatives. Ne sont pas 3 choses séparées que vous devez ajouter à votre liste déjà trop longue de choses à faire. Ce sont 3 facettes d'une même transformation profonde, 3 façons de reprendre le contrôle de votre attention, de votre vie mentale, de votre existence. L'ancrage attentionnel matinal vous entraîne à ramener votre attention quand elle s'égare. Les fenêtres de concentration protégées vous permettent d'utiliser cette attention entraînée pour accomplir ce qui est important pour vous. Et les pauses contemplatives permettent à votre cerveau de faire le travail de fond nécessaire pour donner du sens, de la profondeur, de la cohérence à votre vie. Ces 3 habitudes ensemble créent un cercle vertueux qui va littéralement recabler votre cerveau.
Mais maintenant, et c'est là que je dois être vraiment franc avec vous, savoir tout ça ne sert à rien si vous ne passez pas à l'action. Je rencontre tellement de femmes qui accumulent les connaissances, qui lisent tous les livres, qui regardent toutes les vidéos, qui hochent la tête en disant « oui, c'est vrai, c'est intéressant, il faudrait que je fasse ça » et qui ne font jamais rien. Et vous savez pourquoi? Parce que changer est inconfortable, parce que créer de nouvelles habitudes demande un effort conscient pendant plusieurs semaines, parce qu'il est plus facile de rester dans ces schémas familiers, même s'ils nous détruisent, que de faire l'effort de construire quelque chose de nouveau. Mais voilà la vérité brutale, si vous ne changez rien, rien ne changera. Votre cerveau continuera à se disperser, votre concentration continuera à se détériorer, votre sentiment de vous perdre vous-même continuera à s'intensifier et dans 6 mois, dans 1 an, vous serez encore là à chercher des solutions, à espérer qu'un miracle se produise pendant que votre vie passe et que vous la regardez comme une spectatrice impuissante. Alors voici ce que je veux que vous fassiez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Prenez un papier et un stylo, oui, un vrai papier et un vrai stylo, pas une note sur votre téléphone, et écrivez votre engagement. Demain matin, je vais faire 8 minutes d'ancrage attentionnel avant de toucher mon téléphone. Demain, je vais créer 3 fenêtres de 45 minutes de concentration protégée à ces horaires précis et vous notez les horaires. Demain, je vais prendre 3 pauses contemplatives de 10 minutes à ces moments précis et vous notez les moments. Ensuite, vous signez ce papier et vous le mettez quelque part où vous allez le voir tous les jours. Ce n'est pas un exercice symbolique mignon, c'est un contrat avec vous-même. C'est vous qui décidez que vous valez la peine de cet effort, que votre vie mentale est assez importante pour mériter ces 2 heures quotidiennes d'attention consciente. Et maintenant, parlons de ce qui va se passer quand vous allez commencer à mettre en place ces 3 habitudes, parce que je vais être honnête avec vous sur les obstacles que vous allez rencontrer. La première semaine va être difficile, vraiment difficile. Votre cerveau va résister, il va vous bombarder de pensées du type « je n'ai pas le temps pour ça, c'est ridicule, ça ne marche pas, j'ai trop de choses importantes à faire ». Votre entourage va peut-être résister aussi, surtout si vous avez passé des années à être disponible pour tout le monde à tout moment. Certaines personnes vont trouver bizarre que vous ne répondiez pas immédiatement à leurs messages, que vous ayez besoin de moments pour vous. Tant mieux, c'est le signe que vous êtes en train de redéfinir vos limites, de reprendre votre pouvoir, ne cédez pas, ne négociez pas, tenez bon pendant cette première semaine même si c'est inconfortable. La deuxième semaine, quelque chose va commencer à changer. Vous allez remarquer de petites améliorations. Peut-être que vous allez réussir à lire un article entier sans vous disperser. Peut-être que vous allez avoir une conversation où vous êtes vraiment présent. Peut-être que vous allez vous surprendre à avoir une pensée créative que vous n'auriez pas eue avant. Ces petites victoires sont cruciales. Elles sont la preuve que votre cerveau est en train de changer, que les circuits neuronaux de l'attention sont en train de se renforcer. Célébrez-les, notez-les, utilisez-les comme motivation pour continuer. À la 3e et 4e semaine, les résistances vont commencer à diminuer. Votre cerveau va commencer à anticiper ces moments avec plaisir plutôt qu'avec réticence. Vous allez peut-être même remarquer que vous vous sentez agité, inconfortable quand vous ne faites pas ces pratiques. C'est le signe qu'elles sont en train de devenir une véritable habitude, quelque chose dont votre cerveau a besoin et qu'il réclame. À ce stade, vous allez aussi commencer à remarquer des changements plus profonds, une amélioration de votre humeur, une diminution de votre anxiété, un sentiment de plus grande maîtrise de votre vie, une capacité accrue à gérer les situations stressantes sans vous laisser submerger. À la 8e semaine, si vous avez été régulière, et je dis bien régulière, pas parfaite, vous allez avoir littéralement un cerveau différent de celui que vous aviez au début. Les études d'imagerie cérébrale le montrent, 8 semaines de pratique quotidienne suffisent pour créer des changements structurels mesurables dans les régions du cerveau responsables de l'attention, de la régulation émotionnelle, de la conscience de soi. Vous allez vous regarder dans le miroir et reconnaître quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, une femme présente, claire, déterminée, une femme qui sait où elle va et qui a les ressources mentales pour y arriver. Mais attention, et c'est important, ces changements ne sont pas magiques et ils ne sont pas automatiques. Ils demandent votre engagement quotidien, votre décision renouvelée chaque jour de prioriser votre santé mentale, votre clarté d'esprit, votre présence à vous-même. Il y aura des jours où vous allez avoir envie de sauter, où vous allez penser qu'un jour ce n'est pas grave, et techniquement c'est vrai. Un jour raté de temps en temps ne va pas détruire tout votre progrès. Mais attention à ne pas laisser un jour devenir 2, puis 3, puis une semaine, parce que c'est comme ça qu'on retombe dans les vieux schémas. Alors si vous ratez un jour, pas de culpabilité, pas de drame, vous reprenez le lendemain avec encore plus de détermination. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez, les liens entre votre capacité de concentration et votre attractivité, votre pouvoir de séduction, votre présence magnétique.
Parce que oui, ces trois habitudes ne vont pas seulement transformer votre cerveau, elles vont transformer la façon dont les autres vous perçoivent et la façon dont vous vous percevez vous-même. Pensez-y, qu'est-ce qui rend une personne vraiment attractive, vraiment magnétique au-delà de l'apparence physique? C'est la présence, c'est cette qualité rare de quelqu'un qui est vraiment là, vraiment avec vous, qui vous écoute avec toute son attention, qui ne regarde pas son téléphone toutes les 2 minutes, qui ne semble pas être mentalement ailleurs. Cette qualité de présence est devenue tellement rare qu'elle est devenue incroyablement précieuse et désirable. Quand vous développez votre capacité de concentration, quand vous apprenez à être pleinement présente, vous développez automatiquement cette qualité magnétique. Les gens sentent qu'ils ont toute votre attention, qu'ils comptent vraiment pour vous dans ce moment et ça crée une connexion profonde qui est infiniment plus puissante que n'importe quelle technique de séduction superficielle. Mais plus important encore, vous développez une présence à vous-même qui s'est traduite par une confiance naturelle, une assurance tranquille qui n'a pas besoin de s'éprouver ou de se justifier. Cette confiance-là, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas du regard des autres, elle vient de votre connexion profonde avec vous-même, de votre capacité à être pleinement habitée, pleinement vivante. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur votre ex-mari ou votre ancien partenaire, s'il y en a un. La meilleure revanche, ce n'est pas de lui montrer que vous avez perdu du poids ou que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. La meilleure revanche, c'est de devenir tellement présente, tellement claire, tellement habité par vous-même que vous rayonnez d'une énergie qui fait que les gens se retournent sur votre passage. C'est de devenir cette femme qui n'a plus besoin de lui pour se sentir complète, qui a reconstruit sa vie mentale et émotionnelle à un point où elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Et croyez-moi, ça fait beaucoup plus d'effet que n'importe quelle tentative de le rendre jaloux, parce que ce n'est même plus une question de lui, c'est une question de vous, de votre propre épanouissement, de votre propre transformation. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat, mais crucial, la question de la valeur personnelle et de l'âge. Nous vivons dans une société qui a une obsession maladive avec la jeunesse, particulièrement concernant les femmes, et qui véhicule le message toxique qu'après 50 ans, vous êtes en quelque sorte en déclin, que votre meilleur temps est derrière vous, que vous devez vous contenter de ce que vous avez. C'est un mensonge absolument scandaleux et je vais vous dire pourquoi. Votre cerveau à 50 ans, à 60 ans, a des capacités que votre cerveau à 20 ans n'avait pas. Vous avez accumulé des décennies d'expérience, de sagesse, de compréhension nuancée de la vie et des relations humaines. Vous avez développé une intelligence émotionnelle que les jeunes femmes sont encore en train de construire. Vous avez une profondeur, une substance, une richesse intérieure qui ne peuvent venir qu'avec le temps et l'expérience. Le seul problème, c'est que cette société vous a conditionné à ne pas voir cette valeur, à vous concentrer uniquement sur ce qui décline, sur les rides, sur les cheveux gris, sur le corps qui change et à ignorer complètement tout ce qui s'enrichit, tout ce qui se développe, tout ce qui devient plus puissant avec l'âge. Et le résultat, c'est que vous avez intériorisé ce regard toxique, vous vous regardez avec les yeux d'une société qui ne valorise les femmes que pour leur jeunesse et leur apparence et vous ne voyez plus votre propre magnificence. Ces trois habitudes dont je vous parle, elles ne vont pas seulement améliorer votre concentration, elles vont vous reconnecter à cette magnificence, à cette puissance qui est en vous et qui n'attend que d'être réveillée. Parce que voici ce qui se passe quand vous devenez vraiment présente à vous-même. Vous commencez à vous voir avec vos propres yeux plutôt qu'avec les yeux du regard social. Vous commencez à reconnaître votre propre valeur, votre propre beauté qui n'a rien à voir avec les standards superficiels qu'on essaye de vous imposer. Vous commencez à habiter votre corps, votre âge, votre histoire avec une fierté tranquille qui est infiniment plus attractive que n'importe quelle tentative désespérée de paraître plus jeune. Et cette transformation intérieure se voit, elle rayonne, elle attire les bonnes personnes et repousse celles qui ne méritent pas votre énergie. Alors quand je vous dis que ces trois habitudes vont transformer votre cerveau dispersé en esprit imparable, je ne parle pas seulement de productivité ou d'efficacité, je parle d'une transformation existentielle profonde, d'un retour à vous-même, d'une reconquête de votre pouvoir personnel. Je parle de devenir cette femme que vous étiez censée être, libérée des conditionnements toxiques, des attentes écrasantes, du regard jugeant de cette société qui ne veut pas que les femmes soient trop puissantes, trop présentes, trop conscientes de leurs propres valeurs. Et maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Comment intégrer ces trois habitudes dans une vie déjà bien remplie? Parce que je sais que c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent. Vous avez peut-être un travail exigeant, des enfants ou des petits-enfants dont vous vous occupez, des parents âgés qui ont besoin de vous, une maison à gérer, des obligations sociales et vous vous demandez comment vous allez trouver le temps pour tout ça. Alors laissez-moi vous donner une stratégie très précise pour les premières semaines. Commencez par l'ancrage attentionnel matinal, c'est le plus facile à mettre en place parce qu'il suffit de vous lever 8 minutes plus tôt.
Réglez votre réveil 8 minutes plus tôt que d'habitude et dès que vous vous réveillez, avant même d'aller aux toilettes si possible, asseyez-vous sur votre lit ou sur une chaise et faites ces 8 minutes. Ne touchez pas votre téléphone avant, c'est crucial, parce que si vous commencez votre journée en regardant votre téléphone, vous avez déjà perdu, vous avez déjà donné le contrôle de votre attention au monde extérieur. Ces 8 minutes sont votre déclaration quotidienne d'indépendance mentale. Pour les fenêtres de concentration protégées, commencez par une seule pendant la première semaine, pas 3. Choisissez le moment de la journée où c'est le plus facile pour vous, peut-être tôt le matin, peut-être pendant votre pause déjeuner, peut-être le soir. Bloquez ce moment dans votre agenda comme un rendez-vous non négociable et informez votre entourage que pendant ce temps, vous n'êtes pas disponible. La deuxième semaine, ajoutez une deuxième fenêtre et la troisième semaine, ajoutez la troisième. Cette progression graduelle est beaucoup plus durable que d'essayer de tout changer d'un coup et de s'épuiser en 3 jours. Pour les pauses contemplatives, commencez par une seule de 5 minutes, pas 3 de 10. Choisissez un moment naturel de transition dans votre journée, peut-être après le déjeuner, peut-être en rentrant du travail, avant d'entrer chez vous, peut-être avant de vous coucher. Pendant ces 5 minutes, ne faites rien, regardez par la fenêtre, observez votre respiration, écoutez les sons autour de vous, laissez votre esprit vagabonder. Quand cette pause de 5 minutes est devenue une habitude confortable, augmentez-la à 10 minutes, puis ajoutez une deuxième, puis une troisième. Vous voyez la stratégie, on construit progressivement, on crée des habitudes solides une par une plutôt que d'essayer de tout révolutionner en même temps. Parce que voici un secret que les neurosciences nous ont appris, le cerveau adore les changements graduels et déteste les révolutions brutales. Quand vous essayez de changer trop de choses d'un coup, votre cerveau perçoit ça comme une menace et active ses mécanismes de résistance. Mais quand vous introduisez des changements petits et progressifs, votre cerveau les intègre beaucoup plus facilement et ils deviennent des habitudes durables. Et maintenant, je veux vous parler des obstacles émotionnels que vous allez peut-être rencontrer parce que ces pratiques ne sont pas juste des techniques cognitives, elles vont aussi remuer des choses émotionnelles profondes. Quand vous commencez à être vraiment présente à vous-même, quand vous créez ces espaces de silence et d'attention, des émotions que vous avez peut-être refoulées pendant des années vont commencer à remonter à la surface. De la tristesse pour le temps perdu, de la colère contre ceux qui vous ont fait croire que vous ne valiez pas grand-chose, de la peur face à l'incertitude de l'avenir, du deuil pour des relations qui sont terminées ou pour des versions de vous-même qui n'existent plus. C'est normal, c'est sain, c'est nécessaire. Ne fuyez pas ces émotions en retournant vers vos vieilles habitudes de distraction. Au contraire, accueillez-les, laissez-les être là, observez-les avec curiosité et compassion. Ces émotions ont besoin d'être ressenties pour être traitées, pour être intégrées, pour finalement se dissoudre. Si vous continuez à les fuir en vous distrayant constamment, elles vont rester là, en arrière-plan, colorant toute votre expérience de vie d'une teinte grise d'insatisfaction chronique. Mais si vous leur donnez l'espace d'être pleinement ressenties, elles vont se transformer et vous allez découvrir qu'il y a une immense force et une immense paix de l'autre côté de ces émotions difficiles. Et si ces émotions deviennent trop intenses, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour les traverser, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, au contraire, c'est un signe de force et de sagesse de reconnaître quand on a besoin de soutien. J'ai passé ma carrière à accompagner des femmes et des hommes à travers ces processus des transformations et je peux vous dire que ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui ont eu l'humilité de demander de l'aide quand ils en avaient besoin. Maintenant, parlons de quelque chose que vous vous demandez peut-être. Est-ce que ces 3 habitudes vont vraiment suffire à transformer un cerveau dispersé, un esprit imparable, ou est-ce que c'est une promesse exagérée? Laissez-moi être très clair, ces 3 habitudes sont nécessaires mais peut-être pas suffisantes à elles seules si vous avez des problèmes plus profonds comme une dépression clinique, un trouble anxieux sévère, un TDAH non diagnostiqué ou d'autres conditions qui nécessitent une prise en charge médicale spécifique. Dans ces cas-là, ces habitudes vont certainement aider, mais elles doivent être combinées avec un traitement approprié. Mais pour la grande majorité d'entre vous qui n'avaient pas de pathologie psychiatrique majeure, mais qui souffraient simplement de cette dispersion mentale chronique qui caractérise notre époque, oui, ces 3 habitudes pratiquées régulièrement pendant plusieurs semaines vont créer une transformation profonde et durable. Je l'ai vu des centaines de fois dans ma pratique clinique, je l'ai vécu moi-même dans ma propre vie et les recherches scientifiques le confirment de manière répétée. La neuroplasticité est réelle, votre cerveau peut changer et ces 3 habitudes sont parmi les moyens les plus puissants et les mieux validés scientifiquement pour créer ce changement. Mais voici quelque chose d'important.
Ces habitudes ne vont pas éliminer toutes les difficultés de votre vie, elles ne vont pas faire disparaître vos problèmes réels, elles ne vont pas transformer votre vie en conte de fées. Ce qu'elles vont faire, c'est vous donner les ressources mentales et émotionnelles pour faire face à ces difficultés avec beaucoup plus de clarté, de résilience et de sagesse. Elles vont vous donner la capacité de distinguer entre les problèmes réels qui nécessitent votre action et les inquiétudes mentales qui ne sont que du bruit. Elles vont vous donner l'espace intérieur nécessaire pour prendre de bonnes décisions plutôt que de réagir impulsivement. Elles vont vous donner la présence nécessaire pour savourer les moments de joie et de beauté qui existent dans votre vie même au milieu des difficultés. Et maintenant, je veux vous parler d'un aspect souvent négligé mais absolument crucial, l'impact de ces pratiques sur vos relations. Quand vous devenez plus présent, plus concentré, plus connecté à vous-même, toutes vos relations se transforment. Vos conversations deviennent plus profondes parce que vous êtes vraiment là, vraiment à l'écoute, pas en train de penser à ce que vous allez dire ensuite ou à ce que vous devez faire après. Vos conflits se résolvent plus facilement parce que vous avez la clarté mentale pour comprendre vraiment ce qui se passe plutôt que de réagir de manière automatique à partir de vos vieux schémas. Vos moments d'intimité, qu'ils soient émotionnels ou physiques, deviennent infiniment plus riches parce que vous êtes pleinement présent dans l'expérience plutôt que perdu dans vos pensées. Et voici quelque chose de fascinant, quand vous changez de cette manière, les gens autour de vous changent aussi, pas parce que vous les forcez à changer, mais parce que votre présence transformée crée un espace qui invite à plus de présence, à plus d'authenticité, à plus de profondeur. Certaines relations vont s'approfondir et devenir plus satisfaisantes, d'autres vont naturellement s'éloigner parce qu'elles étaient basées sur des versions superficielles de vous-même qui n'existent plus. Et c'est parfait. C'est le signe que vous évoluez, que vous grandissez, que vous devenez plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Mais attention, et c'est important, ne tombez pas dans le piège de vouloir évangéliser tout le monde autour de vous avec ces pratiques. Vous allez être tellement enthousiasmé par les changements que vous expérimentez, que vous allez avoir envie de les partager avec tout le monde, de convaincre vos proches de faire la même chose. Résistez à cette tentation. Partagez si on vous demande, partagez par l'exemple de votre transformation visible, mais ne prêchez pas, ne forcez pas. Chacun a son propre chemin, son propre timing, et votre rôle n'est pas de sauver les autres, mais de vous sauver vous-même. Concentrez votre énergie sur votre propre pratique, sur votre propre transformation et laissez les autres être inspirés par ce qu'ils voient en vous plutôt que par ce que vous leur dites. Et maintenant, parlons de quelque chose de très concret et pratique. Comment maintenir ces habitudes sur le long terme, parce que c'est là que la plupart des gens échouent. Ils commencent avec beaucoup d'enthousiasme, ils tiennent bon pendant quelques semaines, puis la vie devient difficile, où ils se sentent mieux et pensent qu'ils n'ont plus besoin de ces pratiques et progressivement ils abandonnent et retournent à leur vieux schéma. Alors voici ma stratégie pour créer une pratique durable. Premièrement, ne visez pas la perfection, visez la constance. Il y aura des jours où vous ne pourrez faire que 5 minutes au lieu de 8, où vous ne pourrez créer qu'une fenêtre de concentration au lieu de 3, où vous serez trop fatigué pour vos pauses contemplatives. C'est normal, c'est la vie. Ce qui compte, ce n'est pas de faire parfaitement tous les jours, c'est de revenir à la pratique encore et encore, même après des interruptions, même après des échecs. La constance imparfaite vaut infiniment mieux que la perfection éphémère. Deuxièmement, créez des rituels et des déclencheurs environnementaux. Associez votre ancrage attentionnel matinal à quelque chose que vous faites déjà chaque matin. Par exemple, vous vous asseyez sur le même coussin au même endroit. Vous allumez une bougie si vous aimez ça. Vous créez un petit rituel qui signale à votre cerveau qu'il est temps de pratiquer. Pour vos fenêtres de concentration protégées, mettez des alarmes sur votre téléphone, bloquez ces moments dans votre agenda avec des couleurs spécifiques, créez des rappels visuels. Pour vos pauses contemplatives, associez-les à des moments naturels de transition dans votre journée. Troisièmement, trouvez une communauté de soutien. Ça peut être une amie qui fait la même démarche et avec qui vous pouvez partager vos expériences. Ça peut être un groupe en ligne, ça peut être cette chaîne et les commentaires où vous pouvez vous encourager mutuellement. Avoir des gens qui comprennent ce que vous faites, qui vous encouragent quand c'est difficile, qui célèbrent vos progrès, ça fait une énorme différence dans la durabilité de votre pratique. Quatrièmement, tenez un journal de vos observations. Pas besoin de longs textes, juste quelques notes rapides chaque jour sur ce que vous avez remarqué, les difficultés que vous avez rencontrées, les petites victoires que vous avez eues. Ce journal va servir de témoin de votre progression et quand vous aurez des moments de découragement, vous pourrez le relire et voir tout le chemin que vous avez parcouru.
Cinquièmement, réévaluez et ajustez régulièrement. Toutes les 2 semaines, prenez un moment pour réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre pratique. Peut-être que les horaires que vous aviez choisis ne sont pas optimaux, peut-être que vous avez besoin de plus ou moins de temps pour certaines pratiques, peut-être que vous avez découvert des variations qui marchent mieux pour vous. Soyez flexible, expérimentez, adaptez ces pratiques à votre vie plutôt que d'essayer de forcer votre vie à s'adapter à un modèle rigide. Et maintenant, je vais aborder une question que certaines d'entre vous se posent peut-être. Est-ce que ces pratiques ne risquent pas de me rendre trop introverti, trop dans ma bulle, trop détaché du monde et des autres ? C'est une crainte légitime et la réponse est non, absolument pas. En fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand vous développez votre capacité à être présente, vous ne vous coupez pas du monde, vous vous connectez au monde de manière beaucoup plus profonde et authentique. Vous ne devenez pas indifférente aux autres, vous devenez capable de vraiment les voir, de vraiment les entendre, de vraiment les comprendre parce que vous n'êtes plus perdu dans le bruit de vos propres pensées dispersées. La vraie déconnexion, c'est ce que vous vivez maintenant quand vous êtes physiquement présente mais mentalement absente, quand vous êtes avec quelqu'un mais que vous pensez à mille autres choses, quand vous traversez votre vie comme un zombie en pilote automatique. Ces pratiques vont vous ramener à la vie, elles vont vous reconnecter à l'expérience directe et vivante de chaque moment. Et cette connexion est tout sauf un retrait du monde, c'est un engagement total avec la vie telle qu'elle se déploie instant après instant. Et parlons maintenant de quelque chose de crucial, le lien entre ces pratiques et votre santé physique. Parce que votre cerveau et votre corps ne sont pas séparés, ils sont intimement liés. Quand vous êtes constamment dans un état de dispersion mentale, d'hypervigilance, de fragmentation attentionnelle, votre système nerveux est en mode stress chronique. Votre cortisol reste élevé, votre système immunitaire s'affaiblit, votre sommeil se détériore, votre digestion devient problématique, votre tension artérielle augmente et votre risque de maladies cardiovasculaires et de maladies inflammatoires s'accroît. Ce n'est pas de la psychologie abstraite, c'est de la physiologie concrète et mesurable. Quand vous pratiquez ces 3 habitudes régulièrement, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du repos, de la récupération, de la régénération. Votre cortisol diminue, votre système immunitaire se renforce, votre sommeil s'améliore, votre digestion fonctionne mieux, votre tension artérielle se normalise, votre inflammation systémique diminue. Vous ne faites pas que transformer votre esprit, vous transformez littéralement votre biologie. Et ces changements biologiques se voient, ils se sentent, vous avez plus d'énergie, votre peau a meilleure mine, vos yeux sont plus brillants, vous vous tenez différemment, vous bougez différemment. Vous devenez physiquement plus vivante, plus vibrante, plus attractive. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'observe constamment dans ma pratique clinique et qui est absolument fascinant, le lien entre la capacité de concentration et la capacité de plaisir. Vous avez peut-être remarqué que vous avez de plus en plus de mal à vraiment profiter des choses, à savourer un bon repas, à vous perdre dans un bon livre, à apprécier une belle musique, à ressentir du plaisir dans l'intimité physique. Ce n'est pas que ces choses sont devenues moins plaisantes, c'est que vous n'êtes plus vraiment présente pour les expérimenter. Votre esprit dispersé vous prive de la capacité à être pleinement immergé dans l'expérience du plaisir. Quand vous retrouvez votre capacité de concentration, quand vous réapprenez à être pleinement présente, tous les plaisirs de la vie s'intensifient de manière spectaculaire. La nourriture a plus de goût, la musique vous touche plus profondément, les moments de beauté vous émeuvent davantage, l'intimité physique devient infiniment plus satisfaisante parce que vous êtes vraiment là, tous vos sens pleinement engagés dans l'expérience. C'est comme si vous aviez vécu votre vie en noir et blanc et que soudain vous découvriez les couleurs. Et cette capacité retrouvée à ressentir du plaisir profond n'est pas un luxe superficiel, c'est essentiel à votre bien-être, à votre joie de vivre, à votre vitalité. Alors quand je vous dis que ces 3 habitudes vont transformer votre vie, je ne parlais pas juste de productivité ou d'efficacité professionnelle. Je parle de retrouver votre capacité à jouir pleinement de votre existence, à savourer les moments précieux, à ressentir la richesse et la profondeur de l'expérience humaine. Je parle de passer du mode survie au mode vie pleine, du mode fonctionnement minimal au mode épanouissement total. Et maintenant, abordons une question délicate mais importante. Et qu'est-ce qui se passe si vous commencez ces pratiques et que vous réalisez que certains aspects de votre vie ne vous conviennent plus, que certaines relations sont toxiques,
que votre travail ne vous nourrit pas, que vous avez fait des choix par habitude ou par peur plutôt que par désir authentique. Cette prise de conscience peut être inconfortable, même douloureuse, et certaines femmes préfèrent rester dans le brouillard mental plutôt que de faire face à ces vérités dérangeantes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, cette prise de conscience n'est pas un problème, c'est le début de la solution. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas clairement. Tant que vous restez dans la dispersion mentale, vous pouvez continuer à vivre une vie qui ne vous convient pas sans vraiment vous en rendre compte, en vous anesthésiant avec la distraction constante, en évitant de regarder en face ce qui ne va pas. Mais quand vous devenez présente, quand vous retrouvez votre clarté mentale, vous ne pouvez plus ignorer ces vérités. Et oui, ça peut être inconfortable, ça peut même nécessiter des changements importants et difficiles dans votre vie. Mais c'est infiniment préférable à passer le reste de votre existence dans un brouillard confortable qui vous empêche de vivre vraiment. Et voici quelque chose d'important. Avoir cette clarté ne signifie pas que vous devez tout bouleverser immédiatement. Ça signifie que vous avez maintenant les informations nécessaires pour prendre des décisions conscientes et réfléchies plutôt que de continuer en pilote automatique. Peut-être que vous allez réaliser que vous devez mettre fin à une relation toxique, mais vous allez le faire de manière réfléchie et planifiée plutôt que de manière impulsive. Peut-être que vous allez réaliser que vous devez changer de carrière, mais vous allez prendre le temps de vous former, de préparer cette transition plutôt que de démissionner du jour au lendemain. La clarté mentale vous donne le pouvoir de choisir consciemment plutôt que de subir ou de réagir. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique, comment gérer les rechutes et les moments difficiles parce qu'ils vont arriver, c'est garanti. Il y aura des périodes où la vie devient particulièrement stressante, où vous tombez malade, où une crise familiale survient, où vous êtes tellement submergé que vos pratiques semblent impossibles à maintenir. Dans ces moments-là, ne tombez pas dans le piège du tout ou rien, ne vous dites pas que si vous ne pouvez pas faire la pratique complète, alors autant ne rien faire du tout. Au contraire, adaptez, réduisez, mais maintenez au moins une version minimale de vos pratiques. Si vous ne pouvez pas faire 8 minutes d'ancrage attentionnel, faites-en 3. Si vous ne pouvez pas créer 3 fenêtres concentration protégées, créez-en une seule de 20 minutes. Si vous ne pouvez pas prendre 3 pauses contemplatives, prenez-en une de 5 minutes. L'important n'est pas la quantité, mais la continuité du lien avec ces pratiques, le fait de ne pas les abandonner complètement, même quand c'est difficile. Parce que c'est précisément dans ces moments difficiles que ces pratiques sont les plus précieuses. C'est là qu'elles peuvent vraiment vous soutenir, vous stabiliser, vous donner les ressources intérieures pour traverser la tempête. Et quand la période difficile est passée, et elle passera toujours, ne vous jugez pas pour avoir réduit votre pratique, félicitez-vous au contraire d'avoir maintenu le lien même en version minimale et reprenez progressivement votre pratique complète. Cette flexibilité et cette capacité à adapter sans abandonner, c'est une compétence cruciale pour une pratique durable sur le long terme. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre, l'importance de la célébration dans ce processus de transformation. Nous avons tendance, particulièrement nous les femmes, à minimiser nos réussites, à nous concentrer sur ce qui ne va pas encore plutôt que sur ce qui s'est amélioré, à nous juger durement pour nos imperfections plutôt que de nous féliciter pour nos progrès. C'est une habitude toxique qui sabote votre motivation et votre persévérance. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Chaque semaine, prenez un moment pour reconnaître et célébrer vos progrès, même les plus petits. Vous avez réussi à faire votre ancrage attentionnel 5 jours sur 7 cette semaine, célébrez ça. Vous avez remarqué que vous étiez plus présente dans une conversation importante et célébrez ça. Vous avez réussi à terminer une tâche sans vous disperser, célébrez ça. Ces célébrations ne sont pas de la complaisance narcissique, elles sont neurologiquement importantes parce qu'elles renforcent les circuits de la motivation, elles créent des associations positives avec vos nouvelles habitudes, elles vous donnent l'énergie émotionnelle pour continuer. Et partagez ces victoires avec votre communauté de soutien, que ce soit une amie, un groupe, les commentaires de cette vidéo. Dites « j'ai fait ça cette semaine et j'en suis fier ». Permettez-vous de ressentir cette fierté, cette satisfaction, cette joie de progresser. Vous le méritez vraiment. Et plus vous vous autorisez à ressentir ces émotions positives, plus vous renforcez votre engagement vers votre propre transformation. Et maintenant, abordons quelque chose de fondamental, la question de la bienveillance envers soi-même dans ce processus. Vous allez avoir des moments où vous allez échouer, où vous allez oublier votre pratique, où vous allez vous laisser happer par vos vieux schémas de dispersion. Et dans ces moments-là, votre critique intérieure va probablement se réveiller avec force, vous disant que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas assez de discipline, pas assez de volonté.
Cette voix critique est l'ennemi de votre transformation. Elle ne vous motive pas, elle vous paralyse, elle vous décourage, elle vous fait abandonner. Alors quand vous remarquez que cette voix critique s'active, et vous allez la remarquer maintenant que vous êtes plus présente, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple mais très puissant. Imaginez que c'est une amie proche qui vit exactement la même situation que vous, qui essaie de changer ses habitudes et qui est en moment de difficulté. Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous la chougeriez durement? Est-ce que vous lui diriez qu'elle est nulle? Bien sûr que non, vous seriez bienveillante, compréhensive, encourageante. Vous lui diriez que c'est normal d'avoir des moments difficiles, que ce qui compte c'est de continuer, que vous croyez en elle. Maintenant, donnez-vous à vous-même cette même bienveillance, cette même compassion, ce même encouragement. La bienveillance envers soi-même n'est pas de la faiblesse ou de l'indulgence excessive, c'est une force. C'est ce qui vous permet de vous relever après une chute plutôt que de rester par terre à vous flageller. Les recherches montrent clairement que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus résilientes et plus persévérantes, plus capables de changer durablement que celles qui sont dures et critiques envers elles-mêmes. Alors soyez votre propre allié dans ce processus, pas votre propre ennemi. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, l'impact de ces pratiques sur votre relation avec le vieillissement. Nous vivons dans une culture qui traite le vieillissement comme une maladie à combattre, comme quelque chose de honteux à cacher, particulièrement pour les femmes. Et le résultat, c'est que beaucoup de femmes vivent leur cinquantaine et leur soixantaine dans une anxiété constante, dans une lutte désespérée contre l'inévitable, dans un sentiment de perte et de déclin qui empoisonne leur existence. Ces trois habitudes vont transformer radicalement votre relation avec l'âge parce qu'elles vont vous reconnecter à ce qui est vraiment précieux et qui ne décline pas avec l'âge, votre capacité de présence, votre profondeur intérieure, votre sagesse accumulée, votre capacité à savourer les moments précieux, votre compréhension nuancée de la vie et des relations humaines. Quand vous développez ces qualités, quand vous les cultivez consciemment, vous réalisez que vous n'êtes pas en déclin, vous êtes en plein développement d'aspects de vous-même qui sont infiniment plus précieux que la jeunesse physique. Et cette transformation de votre relation avec l'âge se voit, elle rayonne. Vous devenez une de ces femmes magnifiques qui habitent pleinement leur âge, qui ont cette présence, cette profondeur, cette assurance tranquille qui n'a rien à voir avec l'apparence physique, mais qui est infiniment plus attractive. Vous devenez une de ces femmes que les autres regardent et se disent « je veux être comme elle quand j'aurai son âge ». Et croyez-moi, ces femmes-là existent, je les vois dans mon cabinet, je les rencontre dans ma vie et elles ont toutes quelque chose en commun, elles ont cultivé leur vie intérieure, elles ont développé leur capacité de présence, elles se sont reconnectées à leur essence profonde qui ne vieillit pas. Alors ces trois habitudes, elles ne sont pas juste des outils pour mieux gérer votre temps ou être plus productive, elles sont des outils pour vieillir magnifiquement, pour traverser les décennies avec grâce et puissance, pour devenir une de ces femmes qui prouvent par leur simple existence que l'âge peut être un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement. Et maintenant, parlons de quelque chose de très concret et pratique. Comment intégrer ces pratiques dans les différentes saisons de votre vie? Parce que votre vie n'est pas statique, elle change, elle évolue et vos pratiques doivent pouvoir s'adapter à ces changements. Peut-être que vous êtes en pleine transition professionnelle, peut-être que vous venez de vivre une séparation, peut-être que vous prenez soin d'un parent malade, peut-être que vous traversez la ménopause avec tous ces défis, peut-être que vous êtes en pleine forme et que vous voulez simplement optimiser votre vie mentale. Dans chacune de ces situations, ces trois habitudes restent impertinentes, mais elles peuvent prendre des formes légèrement différentes. Si vous traversez une période particulièrement difficile émotionnellement, votre ancrage attentionnel matinal va peut-être devenir un moment où beaucoup d'émotions remontent et c'est parfait, laissez-les venir, accueillez-les avec bienveillance. Si vous êtes en pleine transition professionnelle, vos fenêtres de concentration protégées vont peut-être être consacrées à développer de nouvelles compétences, à explorer de nouvelles directions. Si vous prenez soin de quelqu'un, vos pauses contemplatives vont peut-être devenir ces moments précieux où vous vous ressourcez pour pouvoir continuer à donner. L'important, c'est de ne pas voir ces pratiques comme une contrainte rigide, mais comme un cadre flexible qui peut s'adapter aux différentes saisons de votre vie, tout en maintenant cette structure essentielle qui protège votre santé mentale et votre clarté d'esprit. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce long moment que nous avons passé ensemble et je veux vous laisser avec quelque chose de très important. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, toutes ces explications, tous ces conseils, tous ces encouragements ne valent rien si vous ne passez pas à l'action. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement intellectuel, une façon de plus de vous distraire sans vraiment changer. Alors maintenant, tout de suite, je veux que vous preniez une décision.
Est-ce que vous allez fermer cette vidéo, vous dire que c'était intéressant, peut-être même vous sentir momentanément inspiré et puis retourner à vos habitudes exactement comme avant, en vous disant que vous essaierez ça un jour quand vous aurez plus de temps, quand les circonstances seront plus favorables, quand vous vous sentirez plus prête? Ou est-ce que vous allez décider maintenant aujourd'hui que vous valez la peine de cet effort, que votre vie mentale est assez importante et pour mériter ces 2 heures quotidiennes d'attention consciente, que vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour transformer votre cerveau dispersé en esprit imparable? Parce que voici la vérité brutale, le moment parfait n'arrivera jamais. Vous n'aurez jamais plus de temps qu'aujourd'hui. Les circonstances ne seront jamais idéales. Vous ne vous sentirez jamais complètement prête. Si vous attendez le moment parfait pour commencer, vous attendrez toute votre vie. Le seul moment où vous pouvez commencer, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les enfants seront plus grands, pas quand vous aurez changé de travail. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Alors prenez votre agenda maintenant. Et bloquez votre première session d'ancrage attentionnel pour demain matin. 10 minutes, pas 1 heure, pas 2. Juste 10 minutes pour vous asseoir avec vous-même et déclarer à l'univers, et surtout à vous-même, ça commence aujourd'hui. Je choisis de prendre soin de mon esprit. Ce petit geste, cette décision est le véritable point de bascule. C'est le moment où la connaissance devient sagesse, où l'inspiration devient transformation. C'est le début de votre guérison émotionnelle. Le chemin ne sera pas toujours linéaire, il y aura des jours de doute et de fatigue. Mais chaque matin où vous choisirez de vous présenter pour vous-même, vous renforcerez ce muscle de la présence, de la clarté, de la résilience. Vous ne le faites pas pour être plus performante. Vous le faites pour être plus libre, pour vous libérer des chaînes, de la distraction, de l'anxiété et des regrets, pour devenir enfin pleinement et sereinement vous-même. La femme que vous êtes destinée à être n'attend pas des conditions parfaites, elle les crée un moment de présence à la fois. Le voyage commence par ce premier pas, faites-le.